je vais faire une petite conférence, à peu près 30 minutes, et après il y aura des questions sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai mis en intitulé ingénieur en intelligence artificielle, la personne qui code ton fil d'actu TikTok. TikTok que vous connaissez tous sans doute. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Ensuite, je vais expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Je vais parler du métier d'ingénieur en intelligence artificielle, enfin quel type de métier ça regroupe. Et ensuite, je vais conclure sur des enjeux éthiques, notamment liés à l'intelligence artificielle. Donc moi, je me présente, je suis un ancien élève du lycée Mascareil en 2015. Enfin, j'ai terminé en 2015. Donc j'ai 24 ans, voilà. Je suis diplômé ingénieur d'une école qui s'appelle l'ISEP, Institut supérieur d'électronique de Paris. Et j'ai aussi pu faire de la recherche en Californie à Stanford University. Et enfin, là, je suis à Maurice et donc je crée une société, je crée une start-up, peut-être la première start-up en intelligence artificielle à Maurice. Donc voilà. Donc déjà, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Et donc là, je vais donner la parole au public. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Des robots, ok. Quelqu'un d'autre? Ouais. Ah, pas mal, ouais. Mais l'intelligence humaine, ça peut peut-être être un animal quelconque, un chien, un dauphin, ouais. Ouais. Ok, donc des robots qui sont programmés pour être autonomes par rapport à ce qu'on leur demande. Enfin, ouais, vas-y. Ok. À base de l'humain. Bon, ça c'est interdit. Ça c'est interdit pour l'instant, je crois. Ok, donc bon, déjà la définition formelle. La définition formelle, c'est l'intelligence artificielle, l'IA donc, et l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Je précise le mot simuler, vu que c'est extrêmement difficile à définir l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a Woody Allen qui a dit un peu ce que quelqu'un d'autre a dit là. L'intelligence artificielle, c'est défini comme le contraire de la bêtise naturelle. Donc voilà, ça c'est Woody Allen. Et donc un peu d'histoire, en fait, la première fois qu'a été prononcé le mot IA, c'est en 1956 par un chercheur qui s'appelle John McCarthy. Ensuite, en 1966, il y a le premier chatbot, donc le robot avec lequel on peut parler, qui a été créé. Il s'appelait Elisa. En 1997, le champion d'échecs mondial a été battu par le premier ordinateur d'IBM qui s'appelait Deep Blue. Et enfin, en 2016, et c'est ça qui a vraiment accéléré de manière fulgurante la médiatisation de l'IA, c'est-à-dire qu'on en parle, c'est le fait qu'en 2016, AlphaGo, qui est un algorithme, a battu le meilleur joueur mondial au Go, sachant que le Go a été établi comme le jeu le plus difficile que l'humanité a jamais créé. Donc, entre guillemets, on a réussi à faire une machine qui bat l'humain au jeu le plus difficile qu'on n'a jamais inventé. Et donc là, brièvement, du coup, ça commence dans les années 50. Et en fait, ça, c'est un peu plus la frise technologique. Et donc, je vais essayer de pointer avec mon ombre, là, parce que voilà, de 1980 à 2010, en fait, il y a eu l'émergence d'une technologie qu'on appelait le machine learning, qui est en fait l'apprentissage automatique. Et je vais vous expliquer ce que c'est après. Et là, depuis 2010, il y a une toute nouvelle méthode qu'on appelle le deep learning. En français, on qualifie ça aussi de réseau de neurones. Et donc là, en fait, c'est ça qui est en train de faire la nouvelle vague d'accélération de l'IA et qui fait qu'on en parle autant et qui fait que ça prend autant d'ampleur, en fait. Et donc, je vais parler un peu… En fait, l'IA, ça comprend beaucoup de domaines. Ça comprend la robotique, comme certains l'ont expliqué, et d'autres. Mais sauf que là, moi, je vais me focaliser en fait sur les méthodes qui actuellement font que l'IA est en pleine explosion. Et donc, la première méthode est ce qu'on appelle le machine learning, et plus particulièrement l'apprentissage supervisé. Et donc, en fait, ça se résume à quoi la méthode? Et donc, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que c'est
c'est assez simple à comprendre en surface. Donc, tout d'abord, on a une quantité massive de données. Donc, on récupère une quantité phénoménale de données. Donc, par exemple, si c'est lié à votre fil TikTok, on récupère tout ce que vous regardez sur TikTok, toutes les vidéos, les types de vidéos, etc. Et ensuite, grâce à ces données-là, on a en fait ces données qui représentent des exemples. On dit à la machine, bah, voilà comment dans la réalité ça se produit. Et donc, à partir de ces données-là, essaye d'apprendre en fait pour pouvoir faire une prédiction à l'avenir. Et donc, en fait, on fait la machine apprendre et au fur et à mesure des étapes, elle améliore ses performances parce qu'elle apprend des données. Donc, en fait, on peut faire une analogie avec l'école aussi. Vous regardez 120 fois une équation en maths et au bout de la 121e fois, vous réussissez à faire. Bon, ça ne s'applique pas à tout le monde peut-être, mais bon, voilà. Mais donc, ils seront peut-être bien meilleurs en commentaires de texte, par exemple, où là, tu auras lu des milliers de textes et ensuite, tu sauras faire des bons commentaires de texte. Et ensuite, la machine va être capable de faire des tâches qui s'apparentent à des tâches qu'un homme sait faire, quoi. Et en fait, tout ça, c'est possible grâce à un tout nouveau type d'algorithme qu'on appelle les réseaux de neurones. Et c'est le truc qu'il y a tout en haut, là. En fait, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça marche, mais en gros, c'est une sorte d'algorithme où il y a des milliers de connexions, et chaque connexion a ce qu'on appelle un poids. Et l'algorithme, en fait, il se dessine de gauche à droite, et en entrée, on fait rentrer une information, donc par exemple l'équation en maths, et en sortie, grâce à le réseau de neurones qui a appris en fait comment résoudre l'équation, en sortie, il y aura la solution de l'équation. Donc, si on prend un cas un peu plus simple, qui est la reconnaissance des chiens dans une image, donc là, on veut reconnaître des chiens par rapport à des chats. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? On prend une quantité absolument fulgurante d'images de chiens et une quantité énorme d'images de chats, et aussi d'autres choses, des humains, des tables, etc. Et on dit à l'algorithme, c'est un chat, c'est un chat, c'est un chat, c'est un chat, c'est un chien, c'est un chat, c'est un... Et donc, en fait, automatiquement, et là, ce n'est pas nous qui faisons le travail, hein, c'est l'algorithme qui va apprendre automatiquement, il va apprendre par rapport à ce qu'il voit dans la photo, en fait, voit entre guillemets, que ça, c'est un chat, et il va pouvoir dire, bah, ça, c'est un chat, ça, c'est un chien, etc. Et donc là, ce que je vous expliquais, du coup, c'est par exemple, là, donc on fait rentrer en entrée une image d'un chien, hop, ça passe par l'algorithme, et en fait, il y a un certain nombre de neurones qui vont être, on dit, qui vont être activés, et ensuite, il y aura une sortie qui va prédire en fait si c'est un chat ou un chien. Et donc, en sortie, bah, si c'est un chien, on espère que ça sorte un chien. Et donc, voilà. Et on peut éventuellement faire une analogie avec le cerveau humain. On pense un peu que ça fonctionne comme ça aussi. C'est-à-dire que, bon, on a des milliards de neurones dans notre cerveau. Il a fini par apprendre ce que c'est un chien. Dès que sur la rétine, en fait, il y a un chien qui apparaît, tac, ça passe dans un truc comme ça, paf, ça nous dit consciemment, ah, c'est un chien. Donc, c'est aussi en fait une méthode qui s'inspire de l'intelligence humaine et du cerveau. Mais donc, bon, parfois l'algorithme n'est pas parfait. Là, par exemple, systématiquement, il dit que c'est un chien. Or, nous, en tant qu'humains, on identifie précisément des muffins, comme par exemple ici. Bon, après, ils ont été méchants, hein, parce que vraiment, lui, par exemple, si j'étais un peu loin comme vous, là, je pense que j'aurais dit que c'est un muffin aussi. Ouais. Là... ouais, donc l'idée dans cette série, c'est de faire attention, c'est intelligent, mais sauf que ça fait des erreurs que presque aucun humain n'aurait fait. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi les biais. Bon. Et ensuite, il y a une seconde méthode. Et là, en fait, cette méthode-là, c'est celle qui permet de faire des trucs vraiment extraordinaires. Donc, la méthode précédente, ça requiert en fait une quantité de données incroyable. Ça apprend du passé. Et en fait, ça tout simplement apprend du passé pour essayer de faire une prédiction à l'avenir. OK. La seconde méthode, elle est plus impressionnante parce qu'on appelle ça l'apprentissage par renforcement. On prend un système, on ne lui dit rien du tout au début. Et ensuite, automatiquement, il essaye toutes sortes de choses. Et en fait, il va apprendre à faire le truc sans qu'on lui montre un exemple.
Donc là, je vais vous montrer par exemple, ça c'est des chercheurs de chez Google qui, il me semble que c'est en 2011, vous connaissez bien ce jeu là où il faut faire bouger la plateforme gauche à droite et en fait ça rebondit au niveau en haut et enfin on gagne des points. Donc là, au début en théorie, la machine ne sait pas jouer. Donc elle va essayer de bouger la plateforme dans tous les sens, ça ne fonctionne pas. Et en fait, au fur et à mesure des entraînements, on lui donne une compensation. Donc on lui dit c'est bien si jamais tu as réussi à bouger la plateforme. Si tu n'as pas réussi à bouger la plateforme et atteindre la cible, c'est pas bien. Et donc il apprend en fait en disant ben, moi essayer des trucs et si je fais bien, on me donne une récompense et sinon c'est l'inverse. Et donc là, finalement, ça c'est au bout de donc ça c'est tout premier entraînement. Et ensuite là, voilà, ça une seconde. Hein. Hop, je passe à la slide suivante. Et là en fait, ça c'est au bout de 100 entraînements, on voit que la machine arrive à jouer. Et donc, on ne lui a pas montré rien, c'est ce que je veux préciser. Et ensuite, les chercheurs ont poussé ça à 1000 entraînements. Et là, bon, visiblement, ça passe toujours pas. Alors, hop. Et alors là, au bout de 1000 entraînements, ce qui est extraordinaire, c'est que la machine a compris que si tu fais un trou par la droite et que tu passes par en haut, tu remportes le jeu le plus rapidement possible. Donc, et d'ailleurs, l'anecdote, c'est que les chercheurs qui ont entraîné cette IA, ils n'avaient pas forcément pensé à cette méthode-là avant d'entraîner l'IA. Et donc, est-ce qu'on peut dire que l'IA était créative là? Ça reste à déterminer. Hop. Bon, décidément, ça ne veut pas passer. Hop. OK. Et donc, encore un autre exemple. Donc, si on veut faire un robot apprendre à marcher, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne des pieds. On lui dit, si tu arrives à parcourir une distance, tu gagnes des points. Sinon, tu perds des points. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que bon, le robot essaie. Il essaye de gagner des points. Et donc, au début, il fait comme comme un bébé classique, quoi. Il essaie de bouger son pied, il met en avant, paf, il tombe, il se vautre de manière magistrale. Et ensuite, après un certain moment, donc là, c'est après un certain moment, hop, alors, bon, ça ne veut pas passer. Donc là, voilà. Après un certain moment, il arrive à marcher parfaitement. Parce qu'il a appris à marcher, il a appris comment il faut bouger le pied, mettre en avant avec un angle précis, etc. Bon, il se vautre encore un peu. Donc là, disons que c'est un bébé de 4 ans. Jusqu'à l'âge adulte où il va se vautrer, une fois sur 100, quoi. Et ensuite, là, bon, donc ça c'est le tout début, hein, mais aujourd'hui, il y a une société qui s'appelle Boston Dynamics qui fait des robots qui sont absolument incroyables. Bon, eux, ils disent qu'ils n'utilisent pas cette technique-là, sauf que moi, je en doute. Je pense qu'ils utilisent cette technique-là, mais ils ne veulent pas dire parce que ce sont les plus avancés, peut-être. Et donc là, non seulement il arrive à marcher, mais il arrive à faire du parcours, faire des sauts. Et là, surprise. Bon, donc, là, il y a un petit ralenti. On voit comment il essaie de compenser, il vibre. Et là, juste pour montrer encore une fois, il réussit, au début, la première fois, il ne réussit pas forcément, comme toute... Donc là, on voit qu'il se stabilise aussi. 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, voilà. Donc il faut avoir le budget. Ah, ok. Bon en fait, moi, je peux pas. J'ai pas vu ce robot-là en vrai. Donc, si je veux aller à Boston, aux États-Unis, peut-être. Oui. Alors, qui achète ça? Alors, pour l'instant, c'est pas commercialisé, ça. C'est pas commercialisé, mais on voit les applications éventuelles. Alors, ce que tout le monde espère, c'est qu'on arrive à trouver des régulations suffisantes pour que ça finisse pas dans l'armée et que en fait, on lui donne un fusil et que ça mitraille tout le monde.
Mais les applications évidentes, c'est enfin, dans les entrepôts, pour lever les cartons, ce genre de choses. Mais pour l'instant, là, personne n'achète ça parce que ce n'est pas vendu. 2 millions de dollars. Donc ça fait 80 millions de roupies. Et ensuite, là, c'est des applications à la robotique, etc. Donc c'est très intéressant. Ça motive pas mal les gens. Mais sauf que là, l'IA, en fait, est utilisée. Donc il y a eu un autre, là, en 2020, il y a eu un nouveau, enfin, breakthrough en anglais, un nouveau type d'IA qui a révolutionné encore un secteur. C'est le secteur de la médecine. Il y a un problème en chimie et en médecine, c'est que, bon, moi-même, je ne comprends pas ce que c'est, mais j'essaie d'expliquer, quoi. En fait, il y a un phénomène qu'on appelle le repli des protéines. Et donc, par rapport à comment une protéine est repliée, en fait, c'est plus ou moins difficile de trouver un médicament qui est capable de cibler cette protéine. Par exemple, si c'est une protéine liée à une maladie, enfin, par exemple, là, le coronavirus, il y a plus ou moins un niveau de difficulté pour savoir comment la protéine est repliée pour pouvoir créer un médicament qui, en fait, neutralise cette protéine. Et donc là, il y a Google, encore une fois, qui a fait un algorithme qui s'appelle, j'ai oublié le AlphaFold, pardon, voilà, qui, en fait, automatiquement détermine le repli de la protéine. Sachant que, et c'est passé dans un jury il y a, il me semble, 2 ou 3 mois, tellement les jurés étaient impressionnés qu'il y a un des jurys qui a en fait un laboratoire où ils cherchaient pendant 10 ans le repli d'une protéine, ils avaient trouvé, et il a donné la protéine qu'ils ont pris 10 ans à trouver le pli à l'algorithme, et en 2 secondes, c'était trouvé. Donc, vous voyez un peu les dimensions dont on parle. 2 secondes par rapport à 10 ans. Et donc là, on pense que cette découverte, enfin cet algorithme, va permettre d'accélérer mais considérablement la vitesse de la médecine, ce qui serait avantageux, surtout dans les temps présents. Voilà. Et après, il y a d'autres applications en médecine, comme par exemple la détection des cancers. Donc, c'est un cancer du sein, par exemple. Donc j'accélère un peu. Hop. Bon. C'est pas très pratique, ce truc. Là. Hop. Ensuite, il y a d'autres types d'applications, comme par exemple la détection des fraudes bancaires. Je ne sais pas si vous avez, enfin, vos parents ou vous-même vous êtes allés en voyage. Si j'essaye de faire une transaction qui semble frauduleuse, la banque va bloquer la transaction. Donc ça, c'est un algorithme qui a appris ce que c'était des transactions frauduleuses par rapport à des transactions normales et il essaie de prédire est-ce que c'est frauduleux ou pas. Il y a aussi dans le domaine de l'imagerie la détection en fait d'objets. Donc ce que je vais vous montrer par rapport aux chiens, l'application la plus évidente, c'est en fait la création de voitures autonomes. Donc évidemment, pour qu'une voiture roule sur la route, il faut qu'elle identifie la route, les piétons, les panneaux de signalisation, etc. Et donc, typiquement, là, donc je vais vous montrer un exemple d'algorithme qui, sur une vidéo, détecte tout ce qu'il y a sur la vidéo. Hop. Vous voyez une petite ambiance. Donc tu mets ça à port, lui, en théorie, c'est censé tout reconnaître, mais quoique. Donc là, il reconnaît l'oiseau comme dog, je ne sais pas si vous avez vu. On voit bien une personne qui rentre par le côté. Voilà. Donc je sais pas, en fait, je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est extraordinaire de faire ça, en fait. Il n'y a absolument rien de simple. Et pour qu'un homme, en fait, puisse faire ça, alors bon, un bébé, enfin, disons qu'à 5 ans, peut-être qu'il peut faire ça en disant ça c'est une voiture, ça c'est un chat, etc. Mais il y a à peine 7 ans, on ne savait pas faire ça. Donc voilà. Et donc ça, c'est évidemment ce qui va permettre de faire la voiture autonome dont tout le monde parle. Alors, donc, quels sont un peu les métiers de l'IA? Parce que bon, il y a un certain nombre d'entre vous qui vont essayer de s'orienter. Peut-être, je ne sais pas s'il y a beaucoup de terminales là, il y a plutôt beaucoup de secondes, ce que j'ai compris. Mais bon, c'est bon pour l'avenir. Donc déjà, ingénieur en intelligence artificielle, ça, c'est pas vraiment, dans l'industrie en fait, ça s'appelle pas vraiment comme ça. On appelle ça plutôt ingénieur en apprentissage automatique ou machine learning.
Donc là, c'est des gens qui vont concevoir ces algorithmes qui apprennent. Il y a l'ingénieur en sciences des données, qui est plutôt un statisticien, qui va essayer de tirer des conclusions à partir des données, ce genre de choses. Il y a aussi l'ingénieur analyse des données, qui lui aussi, on fait des statistiques, notamment dans les entreprises, et donc ce genre de choses aussi. Et il y a tous les autres métiers liés à la data, ce qu'on appelle la data, donc la donnée, qui sont donc ingénieur big data, ingénieur en DevOps et ingénieur logiciel. Et donc, quelles sont les compétences à avoir pour ces métiers-là? Donc là, bon, c'est... Est-ce que vous avez une idée d'ailleurs? Vas-y. Ok, oui, c'est ça, oui. Ok, oui, peut-être un peu bon en physique, oui. Ouais, donc informatique en général, quoi. Ok, ouais, c'est à peu près ça. Bon, ben, je vais rajouter aussi quelques compétences quand même. Donc, bon, déjà, compétences en programmation. Alors, actuellement, tout se fait dans le langage de programmation Python que vous allez faire au lycée. Ok, donc voilà. Ensuite, compétences en mathématiques, donc algèbre, probabilité, statistique. Parce que je vous ai parlé, par exemple, l'algorithme, il pond des probabilités. Donc, il faut maîtriser les probabilités pour comprendre ce que l'algorithme rend. Tu vois, Et j'avais rajouté des compétences en communication et en résolution de problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le métier d'ingénieur en IA, vu que l'IA va s'appliquer à tous les domaines, en fait, déjà, il doit avoir une curiosité dans à peu près tous les domaines. Par exemple, en médecine, en droit, en voiture, en mécanique, ce genre de choses. Donc, ça demande quand même des compétences à communiquer, une bonne volonté à apprendre, une grande curiosité. Et donc ça, en fait, c'est les métiers purement techniques en IA. Mais sauf que l'IA, ça va concerner en fait tous les métiers. Donc, en fait, alors, je vais revenir à ça. Ouais, les métiers de l'IA, mais encore, j'ai mis. Donc, par exemple, on aura besoin de juristes en IA. Par exemple, comment déterminer, il y a plein de problèmes éthiques liés à l'intelligence artificielle, comme par exemple, si on met une voiture autonome en circulation et que la voiture autonome, il y a un accident qui est à prévoir et où l'accident fait intervenir soit en fait 3 piétons, dont un enfant, en fait, ou alors soit la voiture en fait écrase 3 piétons, dont un enfant, ou il y a un couple de personnes âgées qui est en face, et donc là, à un instant T, l'algorithme a besoin de prendre une décision. Est-ce qu'il écrase les personnes âgées ou les 2 piétons et l'enfant? Et donc ça, en fait, ça soulève des questions éthiques, mais monstrueuses. Et donc, mais c'est vrai que, en fait, et là, d'ailleurs, nous, déjà, humains, on prend des décisions de la sorte. Hein. Par exemple, là, dans le coronavirus, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais lors des pics épidémiques où en fait les hôpitaux sont complètement saturés, hélas, on détermine, voilà, on dit, il y a une personne âgée qui est rentrée, il y a un jeune homme de 50 ans, mais on a 50 lits, et ils sont tous pris, on n'a qu'une place. Est-ce qu'on donne à la personne âgée ou la personne plus jeune? Donc en fait, tout ça, ben, ça paraît évident, mais sauf que c'est quand même... peut-être que la personne plus jeune, je sais pas, peut-être que la personne vieille, c'est un inventeur extraordinaire. Je sais pas, tu vois, il y a plein de... comment déterminer la valeur, c'est très compliqué. Donc, voilà. Donc, il y a tout un aspect juridique à faire par rapport à ça, qui va être très complexe, et ça va nécessiter des gens qui réfléchissent sur ces sujets. Il y a tous les enjeux de protection de la vie privée. Par exemple, si vous aimez bien les langues, ben, actuellement, moi, j'ai travaillé pendant 6 mois avec une linguiste qui m'assistait, en fait, au niveau de la compréhension de la langue. Et moi, en fait, je faisais la partie algorithmie. Donc, il y a aussi les métiers qui n'ont rien à voir avec l'informatique, qui vont être amenés à collaborer avec des gens qui font de l'intelligence artificielle. Même orthophoniste et IA, philosophie IA. Donc là, bon, évidemment, il faut réfléchir à toutes sortes de sujets. J'imagine que M. Cardella, peut-être, vous a commencé à vous initier. Médecine et IA, donc là, je vous ai dit, robotique, pharmacologie, découverte de nouveaux médicaments, etc. Tout ça, tous ces métiers-là, actuellement, que vous le vouliez ou non, je pense que vous allez
amenés à interagir avec ce genre de système. Et j'ai presque mis insérer un métier et l'IA parce que finalement, ça va peut-être concerner tous les domaines. Et donc, du coup, c'est essentiel. Bon, qui est en terminale là? Personne. OK, qui est en... Est-ce qu'en seconde, en maths, vous avez fait les vecteurs? Alors, justement, là, donc en maths, en général, qu'est-ce qu'on a comme question? Un prof de maths, il aura évidemment la question Monsieur, à quoi ça sert dans la vie réelle? Classique, classique. Et en fait, là, je vais vous montrer un exemple. Est-ce que vous avez déjà fait une recherche sur Google? Évidemment. Donc, en fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en informatique, tout est représenté sous forme mathématique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour les mots et par exemple, si vous tapez men sur Google, pardon, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé, en fait, par une méthode d'intelligence artificielle, encore une fois, pour chaque mot, on a créé, en fait, un vecteur. Donc là, par exemple, l'exemple, c'est man, woman, king et queen. Et en fait, déjà, et on met ça, en fait, dans un repère orthonormé. Et là, on peut voir, par exemple, que la distance entre man et woman est assez proche. C'est des concepts similaires, donc c'est proche dans cet espace. Et on voit aussi, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que si on fait le vecteur de king moins le vecteur de man plus woman, eh ben, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le vecteur queen. Donc en fait, on peut inférer le fait que du coup, un roi moins un homme plus une femme, c'est l'équivalent d'une reine. Donc là, en fait, il y a un lien d'interconnexion entre les mots dans le langage par les vecteurs informatiques, du coup. Enfin, par les vecteurs. Donc là, juste, je vais vous montrer, en fait, comment ça se projette dans l'espace. Alors, hop. Bon, ça ne fonctionne pas là. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran là? Non, non, non. Ah, ok, non, 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 c'est pas le câble, non. Je pense qu'il faut tout simplement que je quitte. C'est le câble? Non, non, en fait, je vais tout simplement quitter la présentation là. End slideshow, ouais, voilà, ok. Non, non, vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là, hop. Donc là, voilà. Donc là, on a une forme de réseau de neurones comme ça. Et là, vous voyez, donc il y a un certain nombre de concepts. Donc là, je vais mettre en fait le réseau de neurones qui concerne King and Queen. Voilà. Et là, en fait, je vais venir entraîner le réseau. Et donc, ça ressemble un peu à quelque chose comme ça. En fait, il y a de l'activation des différents neurones au centre. Et en fait, là, dans l'espace orthonormé, on a... Ah bah zut, c'est avec milk et drink, etc. Bon, je vais relancer tout à l'heure, mais en fait, là, du coup, il y a une projection dans l'espace des mots et on pourra faire, en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, quand on fait une recherche sur Google, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, si vous tapez drink, là, drink est à une certaine distance de ce mot-là, eat, par exemple. Eat et milk. Et donc là, quand vous tapez drink, donc un concept quelconque, si je prends un cercle autour du point king, je trouve en fait tous les concepts qui sont associés à ce mot initial. Donc voilà à peu près comment on fait de la recherche par mot. Et donc là, quand vous faites... et donc, il y a même d'autres choses, comme par exemple, on sait qu'on peut calculer... Donc là, ça c'est dans un espace donc, orthonormé à 2 dimensions. Sauf que j'ai triché, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, on projette en fait ces mots-là dans des espaces à 300 dimensions. Donc la première dimension, c'est plat, enfin rien, c'est une ligne. La seconde dimension, c'est un espace avec x, y. La troisième dimension, c'est x, y, z, donc c'est en fait un volume comme ça. Et puisqu'on est dans des objets mathématiques et qu'on peut aller jusque-là, enfin jusqu'où on veut, on met ça dans des espaces à 300 dimensions et en fait, on fait des calculs de volume dans ces espaces-là. Et donc, et du coup, on peut arriver à dire, ben, oui,
Et on peut arriver à des concepts assez intéressants. Donc, main plus king plus ceci plus cela, en fait, ça donne... par exemple, quand vous cherchez la solution à votre problème de vecteur sur Internet, vous tapez équation scalaire, gna gna gna, etc. Donc là, c'est capable de trouver en fait, la réponse à votre truc. C'est assez fort. Bon, OK. Et enfin, donc c'est presque terminé la présentation. Donc ça, je vous ai montré. Hop. OK. Voilà. Et ensuite, bon, comment arriver au premier parcours que je vous ai montré, donc les métiers liés à l'intelligence artificielle et aussi à l'informatique. Donc, classique, en fait, le parcours classique, ce serait de faire un baccalauréat. Bon, il n'y a plus de terminal, enfin de S, mais avec j'ai mis M scientifique, donc matière scientifique. Notamment en priorité, ça ne va pas faire plaisir, mais en priorité les maths et en fait, oui, plutôt en priorité les maths. Ensuite, si possible, de vous orienter en classe préparatoire ou en licence ou en DUT spécialisé. Donc voilà. Ça pourra vous permettre d'intégrer une école d'ingénieurs, donc qui en fait enseigne ce genre de discipline aujourd'hui de plus en plus. Et enfin, si vous voulez devenir un grand chercheur en IA et trouver des algorithmes qui révolutionnent le monde, là, il faudra aller en thèse, donc faire un doctorat, devenir chercheur en IA. Là, j'ai mis la photo d'un chercheur français qui s'appelle Yann Lequin, qui a reçu en fait le prix Nobel enfin en quelque sorte le prix Nobel de l'informatique, parce que justement, il a grandement contribué à accélérer cette recherche en IA. Hop. Et donc, j'aboutis sur TikTok et éthique. Bon, déjà, est-ce que maintenant vous avez une idée pourquoi TikTok est aussi addictif? Ok. Ok, petite durée, ouais. Il y a une autre idée aussi? Il y a une autre idée ou pas? Ouais. C'est ça, c'est adapté par rapport à ce qu'on regarde. En fait, du coup, on a mis un algorithme. Ah, tu veux rajouter quelque chose? Bah justement, pas trop. Bah en fait, chaque individu là que nous sommes, on a une petite IA qui s'entraîne pour nous à nous recommander en fait des contenus qu'on aime bien. Donc, par rapport au concept que je vous ai montré tout à l'heure, il y a par exemple, donc au début, on ne sait pas qui vous êtes. Par contre, au fur et à mesure que vous scrollez là, ah tiens, une vidéo de quelqu'un qui fait qui fait une danse quelconque. Tiens, ça intéresse. Donc là, on retient la musique, la vidéo, ce qu'il y a dans la vidéo, et on dit ah cette personne est intéressée par ça. On continue à scroller. Bon, on voit des vidéos de chiens, ça ne nous intéresse pas, etc., etc. Hop, on retombe sur quelqu'un qui fait une danse, voilà. Tac, ça nous intéresse. Et là, l'algorithme, au fur et à mesure, apprend. On est intéressé par les gens qui dansent, etc. Voilà. Donc, c'est comme ça, en fait, que ça propose des contenus. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement addictif parce que c'est personnalisé et que donc, en fait, éthiquement parlant, moi, je trouve ça un peu triste et je serais en faveur de la régulation, de dire, pour notamment les gens en dessous de 18 ans, il faudrait limiter, en fait, l'utilisation de tel algorithme. Parce que si l'intégralité des individus, au lieu d'être sérieux en cours et à l'école en général, ils passent leur temps sur TikTok pendant que des chercheurs à Stanford ou MIT et chez Google font des algorithmes qui sont ultra brillants, ben, il y aura en fait un déséquilibre qui va faire que, en fait, c'est éthiquement parlant, en fait, enfin moi je trouve que c'est pas correct. Donc voilà. Et donc, ok, des questions? Oui. Ah bah tout à fait, non, il y a YouTube, il y a même Instagram, il y a tout à fait les pubs aussi, plein d'autres. Oui, oui, oui. Ouais, une autre question. Est-ce que dans la salle, oui? Non?
Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui serait intéressé par ce genre de métier là? Ok. 3 individus. Et ok. Pas d'autres questions? Ouais. Ouais. Au Go, le jeu de Go. Alors, en fait, c'est un jeu asiatique déjà, ça vient d'Asie, qui, en fait, bah, il faudrait que justement je fasse une recherche sur Google et je vous montre le plateau en fait. Mais même moi, j'y ai jamais joué, donc bon. Mais c'est considéré le jeu le plus compliqué que l'humanité a jamais créé. Parce qu'en fait, pourquoi on dit compliqué? C'est parce que dans le jeu, il y a une infinité de possibilités en fait. Alors, est-ce que je peux faire ça là? Jeu de Go. Ouais, ok. I didn't get that. Bon, d'accord. Bon, je vais taper, hein, parce que je pense que... Hop. Allez, juste une seconde. Voilà. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc, c'est un jeu de plateau. C'est un jeu de plateau. Et juste pour... Il y a une vidéo, en fait, qui est un documentaire qui s'appelle AlphaGo. Et donc, je vous recommande de regarder le documentaire. Moi, en fait, ça m'a donné des frissons dans le dos. Pourquoi? Parce qu'on voit la méthode, on voit le meilleur joueur du monde qui, lui, part avec confiance en se disant que les machines, ça ne va pas pouvoir me battre, etc. Il s'est pris quoi déjà? Enfin, il me semble 12-4, un truc comme ça. Donc, il s'est fait éclater. Donc, ouais, je vous recommande cette vidéo-là. Donc, voilà, bon. Et donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Ouais, j'ai entendu oui. Oui. Ben, 5 ans, là. Ouais. Oui, alors, en fait, un diplôme d'ingénieur en France, c'est équivalent master. Ouais. Ok. Bon, dernière question, peut-être? Oui. Alors, bon, effectivement, actuellement, c'est dans le domaine de l'informatique. Et du coup, en fait, oui, quasiment tous les domaines, c'est peut-être le métier qui rapporte le plus. Oui, parce que forcément, en fait, les retours sur investissement, dans la plupart des scénarios, sont tellement conséquents que ça vaut la peine d'investir. Je t'ai dit tout à l'heure, dans un centre de recherche pour découvrir le repli de certaines molécules, au lieu de prendre 10 ans à un lot de chercheurs, l'algorithme a pris 2 secondes. Donc, voilà. Ah, excuse-moi, j'ai pris... Ouais, vas-y. Pardon? Oui, ça t'inquiète beaucoup, ça. Quoi? Non, bah, c'est un cerveau, si tu veux appeler ça un cerveau électronique, mais il y a des capteurs sur tous les... Non. En fait, là où la plupart des gens se trompent, en fait, c'est que ces robots-là, pour au moins 50 ans, 60 ans, 70 ans, on ne va pas les voir parce que ça coûte trop cher, en fait. Ça coûte 2 millions de dollars. Et en fait, les coûts de production de ces robots-là, même si ça va diminuer, ça ne va pas diminuer de manière substantielle.
Par contre, là où tu vas voir beaucoup plus de robots, ce sera dans la vie de tous les jours, quoi. Par exemple, à Google, en fait, en est un. Tu vas le voir. Peut-être que si tu vas travailler dans un truc de chimie, tu vas voir, il y aura un robot qui va replier tes protéines. Si tu es une comptable, il y aura un robot qui va faire la comptabilité. Si tu es musicien, il y a un robot qui va t'aider en fait à découvrir des combinaisons de notes très intéressantes. Et si tu es peintre, il y aura peut-être des robots qui vont t'aider à peindre. Ouais. Et en fait, par contre, là où il faut se détromper, c'est que actuellement, on sait déjà faire des algorithmes, faire de la peinture, etc. Et ils se débrouillent vraiment pas mal, quoi. Donc en fait, c'est pas tout à fait vrai de dire que la créativité sera que. C'est pas tout à fait vrai de dire que la créativité sera que pour les hommes et les robots feront que les tâches répétitives. C'est pas vrai. Par contre, donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est essayer d'avoir un apprentissage le plus large possible, d'avoir une intelligence la plus globale, parce que ce genre d'algorithme, pour l'instant, ils sont spécialisés sur une tâche et ils la font parfois de manière excellente. Par contre, ils sont incapables de faire des tâches séparées ou être bons dans plusieurs tâches. Et ça, nous, c'est l'occasion en fait de saisir cette opportunité-là et d'essayer d'être le plus pluridisciplinaire possible. Donc, certes, j'ai dit tout à l'heure faire des maths, mais aussi être bon en philosophie, en histoire, aussi en lecture, en écriture, en commentaire, tout ce genre de choses, quoi. Parce que là, c'est clair et net que pour au moins les 150 ans, enfin, je ne vais pas faire des prédictions, mais pour au moins les 50 à 60 ans à venir, cette intelligence globale, on ne va pas, en fait, entre guillemets, l'atteindre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup.